Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 28 ans. Et il y a quelques nuits, ma propre mère a posé les mains sur mon bureau et l'a littéralement poussé loin du mur pour que mon frère puisse y installer sa caméra. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé. Elle l'a juste dit comme une décision qui avait déjà été signée et tamponnée. Nous lui donnons cette pièce pour son studio. Tu peux travailler au sous-sol. Mon frère était adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés, regardant mes écrans s'éteindre comme si c'était un spectacle. Il a eu un sourire narquois et a ajouté, « Tu seras bien en bas, non ? Moins de distraction. » Il l'a dit comme une blague, mais il pensait chaque mot. Cette pièce était mon bureau, l'espace que j'avais construit pièce par pièce pour pouvoir travailler à distance en tant que designer et payer les factures qui faisaient tourner cette maison. Je l'ai juste regardé, puis je l'ai regardé, elle, et tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « d'accord ». Pas de cris, pas de scène. J'ai emballé mon ordinateur portable, mon disque dur et quelques affaires que je pouvais transporter en un seul voyage. Je suis passé devant eux et j'ai descendu directement les escaliers, comme si j'allais au sous-sol, exactement comme ils le voulaient. Ils n'avaient aucune idée que lorsque j'ai dit « d'accord », ce que je voulais vraiment dire, c'était « c'est fini pour moi ». Cette nuit-là, j'ai déménagé en silence. J'ai changé plus que l'endroit où se trouvait mon bureau. Et dès le lendemain matin, les appels ont commencé. Puis les textos, nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. S'il te plaît, décroche. Ils m'appelaient sans arrêt, comme si j'étais soudainement la seule personne au monde qui savait comment empêcher leur vie de s'effondrer. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive quand la personne que votre famille tient pour acquise finit par s'en aller, restez avec moi, car la façon dont ils m'ont supplié de revenir pourrait vous faire reconsidérer à quel point vous laissez les gens vous utiliser. En grandissant, j'ai toujours su que ma famille était un peu déséquilibrée. Mais je n'ai réalisé à quel point c'était grave que lorsque l'argent est entré en jeu. J'étais l'enfant qui restait debout tard pour finir ses projets, qui utilisait des codes couleurs pour ses notes, qui se souciait vraiment de ses notes. Théo, mon jeune frère, était celui que tout le monde décrivait comme sensible et créatif, ce qui signifiait apparemment que les règles se pliaient pour lui. Quand j'ai été accepté dans un bon programme de design avec une bourse, ma mère, Sylvie, m'a fait un rapide câlin dans la cuisine et a dit « C'est génial, ma chérie. Tu as toujours été responsable. » Quand Théo a validé un cours en ligne pour lequel il avait à peine fait les devoirs, elle a commandé un gâteau personnalisé à la boulangerie du coin et a publié un message à ce sujet sur Facebook comme s'il avait guéri une maladie. J'ai appris très tôt à ne pas m'attendre à des confettis quand je faisais quelque chose de bien. Après l'université, alors qu'un loyer à Paris coûtait essentiellement 2800 € par mois pour un placard avec un lavabo, retourner vivre chez nous à Montreuil semblait être le seul choix financièrement sensé. Je me suis dit que ce serait temporaire, juste le temps que je constitue quelques économies grâce à mon travail de designer UX et à mes missions en freelance. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai glissé dans ce rôle de banque non officielle du foyer, de support technique et de personne qui résout les problèmes. Et personne d'autre que moi n'a remarqué le changement. Ça a commencé doucement. Le salaire de maman était insuffisant un mois et la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude, alors je l'ai couverte. Puis le Wi-Fi a été amélioré pour que Théo puisse streamer mieux sans décalage. Et d'une manière ou d'une autre, le nouveau forfait a fini sur ma carte. Puis Netflix, Spotify, le forfait téléphonique partagé, les courses supplémentaires pour toutes les soirées de plats à emporter que nous justifions comme du temps en famille. Je me disais, ce n'est pas grave. Je gagne plus. C'est ce qu'on fait quand on aime les gens. Mais chaque fois que ma carte renouvelait automatiquement un abonnement sans lequel aucun d'eux ne survivrait une semaine, je sentais ce petit pincement au cœur. Quand Théo a décidé qu'il allait devenir un créateur de contenu, maman l'a dit comme si elle annonçait un plan de carrière. Pas un caprice. Il a besoin d'un petit coup de pouce, a-t-elle dit. Il a du potentiel. Il a juste besoin de soutien. Le soutien signifiait que j'ai payé 550 € pour un cours de créateur TikTok qu'il n'a jamais terminé. Le soutien signifiait que je lui ai commandé des anneaux lumineux et des trépieds pour téléphone sur Amazon pour sa chaîne. Le soutien signifiait que je me suis réveillé à 2 h du matin pour réparer Internet quand il se coupait pendant ses streams de jeux tard dans la nuit parce qu'il testait des configurations. Pendant ce temps, mon propre travail, celui qui rapportait réellement de l'argent, se déroulait discrètement en arrière-plan. J'ai transformé cette petite pièce au dernier étage en un véritable bureau parce que personne d'autre ne s'en souciait. J'ai dépensé mes propres économies pour un bureau digne de ce nom,
une chaise ergonomique, un deuxième écran, une tablette graphique et un éclairage pour ne pas avoir l'air à moitié morte lors des appels avec les clients. J'ai épinglé des maquettes fonctionnelles au mur, griffonné des notes sur des pense-bêtes et construit une véritable carrière dans cet espace. Ce bureau était la différence entre moi qui joignais à peine les deux bouts et moi qui décrochais de plus gros contrats, des augmentations, de meilleurs clients. Mais chaque fois que maman en parlait, elle disait, « Léa a de la chance de pouvoir travailler à la maison. » De la chance. Comme si tout m'était tombé du ciel, et que je ne m'étais pas démené pour y arriver. En même temps, elle parlait de Théo comme s'il était à une vidéo virale de changer toutes nos vies. Elle ne m'a jamais demandé combien d'heures je passais à itérer sur une interface ou à corriger des bugs que quelqu'un d'autre avait ignorés. Elle ne le remarquait que lorsqu'une facture était due et que, miraculeusement, elle était payée. Je tenais un décompte dans mon application de notes, juste pour moi. Le loyer que je lui donnais chaque mois. Les charges que je couvrais quand elle était à court. Les abonnements que j'avais oublié avoir souscrits parce que tout le monde les utilisait. Les courses. Les plats à emporter. Les Uber pour elle quand elle n'avait pas envie de prendre le métro. Les Uber pour Théo quand il avait un entretien d'embauche bancale auquel il n'est jamais allé. Chaque fois que je mettais cette liste à jour, le chiffre en bas devenait plus laid. Ma mère continuait d'appeler ça, la famille qui aide la famille. J'ai commencé à appeler ça, moi qui me saigne en silence pour qu'il puisse prétendre que tout allait bien. Le pire, c'est qu'ils croyaient vraiment être ceux qui avaient le plus de difficultés. Théo soupirait sur la difficulté de percer en tant que créateur, tout en étant assis dans la pièce que je payais pour chauffer et en faisant défiler les baskets qu'il voulait. Maman se plaignait de la hausse des prix, et je me mordais la langue au lieu de souligner que mon nom figurait sur la moitié des comptes qui rendaient sa vie confortable. Je savais logiquement que j'avais laissé cette situation s'installer. J'avais dit oui trop de fois. J'intervenais avant même qu'ils n'aient à subir les conséquences de leur propre choix. J'aplanissais toutes les aspérités. Et parce que je continuais à le faire, ils ont supposé que je le ferais toujours. C'était la dynamique. C'était le scénario. Léa s'en occupera. Léa paiera. Léa réparera. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils me chassent de la pièce même qui rendait tout cela possible. La nuit où ma mère m'a expulsé de mon propre bureau, quelque chose en moi a finalement cessé de leur trouver des excuses et a commencé à poser la seule question que j'avais évitée pendant des années, que se passerait-il vraiment si je ne m'en occupais pas cette fois-ci? Cette question ne me laissait pas tranquille. Elle me suivait sous la douche, dans mes rêves, dans les moments calmes entre les réunions quand ma caméra était éteinte et que mon sourire disparaissait. Que se passerait-il si je ne réparais pas ça cette fois-ci? Cette nuit-là, après que ma mère m'a dit d'aller au sous-sol, j'étais allongé sur mon lit, à regarder le plafond, mon ordinateur portable ouvert, mais mes fichiers Figma intacts. À la place, j'ai ouvert Se Loger. J'ai tapé « Studio Vincennes Primax » et j'ai lancé la recherche comme si je faisais du lèche-vitrine. Je me suis dit que j'étais seulement curieuse. Les chiffres des loyers me nouaient encore l'estomac. Mais pour la première fois, il ne semblait pas complètement impossible. J'avais des économies. Pas une fortune, mais assez. J'ai fait défiler des boîtes sombres et déprimantes et des annonces douteuses jusqu'à ce qu'une attire mon attention. Un petit studio dans un quartier calme de Vincennes avec une grande fenêtre donnant sur la rue et juste assez d'espace mural pour un bureau et des étagères. Les photos montraient la lumière du soleil sur du parquet et une petite cuisine avec des placards blancs. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais en faisant défiler les photos, je pouvais déjà voir où irait mon écran, où je collerais mes maquettes, où je mettrais une plante en prétendant être le genre de personne qui se souvient de l'arroser. J'ai vérifié le prix 3 fois, 2000 € par mois. Élevé, mais pas impensable. Quand j'ai additionné ce que je gagnais et ce que j'arrêterais de saigner pour tout le monde, j'ai regardé le total dans mon application de notes, celle qui suivait ce que j'avais investi dans cette maison, et j'ai réalisé qu'en un an, j'avais déjà payé l'équivalent de plusieurs mois de ce studio, mais que je n'avais rien à montrer qui m'appartenait vraiment. Le lendemain matin, j'ai dit à maman que j'avais une réunion tôt au bureau d'un client à Vincennes. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Quelqu'un là-bas était sur le point de décider de mon avenir. J'ai pris le train, serrant un dossier avec mes fiches de paie et ma carte d'identité, mon cœur battant comme si j'allais à un entretien. Quand la propriétaire, une femme plus âgée avec des yeux bienveillants et une voix pragmatique, a ouvert la porte, l'endroit était encore plus petit qu'il n'en avait l'air en ligne, mais il était propre. Il était calme. Et surtout, il était à moi si je le voulais.
Nous nous sommes assises au petit comptoir qui faisait office de table à manger pendant qu'elle examinait le bail. « Vous travaillez à domicile ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Designer UX. J'ai juste besoin d'une bonne connexion Internet et d'un endroit pour mettre un bureau. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Nous ne tolérons pas les fêtes, a-t-elle dit. Pas de musique forte, pas de drame. J'ai presque ri. C'est exactement ce que j'essaie de fuir. Quand elle a fait glisser le bail vers moi, ma main a tremblé une seconde. Mon cerveau m'a jeté toutes les peurs à la figure en même temps. Et si ton travail se tarit? Et si c'est irresponsable? Et si ta famille te déteste? Puis une autre pensée a traversé tout cela, ils te traitent déjà comme si tu leur devais toute ta vie, et ils n'ont quand même pas hésité à te mettre dehors. J'ai signé. J'ai viré le premier mois et la caution. 6 000 € qui disparaissent de mon compte en un clic. Ça a fait mal, mais c'était aussi une sensation de propreté. Ce n'était pas comme jeter de l'argent dans un puissant fond de factures et d'excuses. C'était construire quelque chose pour moi. Dans le train du retour vers Montreuil, je n'arrêtais pas de toucher la nouvelle clé dans ma poche, ce petit carré de métal qui signifiait que j'avais enfin une porte de sortie. Quand je suis entré, Théo était sur le canapé, criant dans son casque à un jeu quelconque. Les assiettes des plats à emporter de la veille étaient encore sur la table basse. Maman était au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone, se plaignant à voix basse du prix des courses. Personne n'a demandé comment s'était passée ma réunion avec le client. Personne n'a remarqué le changement. Ce n'était pas grave. En fait, cela a rendu ce que j'ai fait ensuite plus facile. J'ai commencé petit. Ce soir-là, quand ils ont demandé ce qu'on devrait commander pour le dîner, j'ai dit que j'avais déjà mangé. Le lendemain, quand maman m'a envoyé un texto pour ajouter des choses à la livraison de courses, j'ai répondu « Je ne peux pas couvrir de frais supplémentaires cette semaine. Mon budget est serré. » C'était la première fois que je disais non depuis des années. Il y a eu une pause, puis juste un emoji pouce levé. Le Wi-Fi a eu un problème pendant un des streams de Théo et il a monté les escaliers en trombe vers mon bureau ou ce qui était encore techniquement mon bureau pour quelques jours de plus. Et Léa, tu peux redémarrer le routeur? Il refait son truc. J'ai regardé mon écran, le prototype que je testais à ce moment-là. J'ai une date limite, ai-je dit sans détourner le regard. Tu peux te débrouiller. Il est resté là une seconde comme s'il n'avait jamais entendu ces mots de ma part. Finalement, il a marmonné quelque chose et est redescendu en tapant des pieds. Le monde ne s'est pas arrêté. Quelques nuits plus tard, quand maman a mentionné avoir besoin d'un Uber pour un service matinal parce qu'elle ne voulait pas affronter le métro, je lui ai dit que je ne pouvais pas le mettre sur mon compte cette fois-ci. Demande peut-être à Théo ou prends le train. Elle m'a regardé comme si je venais de parler une autre langue. Est-ce que ça va? A-t-elle demandé. Tu aides toujours. J'ai forcé un sourire. J'essaie juste d'être plus intelligente avec mon argent. Cela semblait si désinvolte à voix haute, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de déchirer un vieux scénario. Chaque « non » que je disais rendait un peu plus facile de dire le suivant. En coulisses, j'ai commencé à déménager des morceaux de ma vie hors de cette maison. La première chose qui est partie a été mon disque dur externe avec tous mes fichiers clients. Puis mes carnets de croquis, mes stylos préférés, une pile de vêtements que je pouvais faire tenir dans un sac de sport. Je leur ai dit que je désencombrais, que j'emmenais des choses dans un garde-meuble, que je déposais des affaires chez une amie. Rien de tout cela n'était techniquement un mensonge. Le garde-meuble se trouvait être mon nouveau studio. Je terminais ma dernière réunion de la journée, fermais mon ordinateur portable, puis le glissais dans mon sac à dos au lieu de le laisser sur le bureau. J'ai démonté mon écran un week-end sous prétexte qu'il déconnait, et que je voulais le faire vérifier. Petit à petit, mon bureau est devenu moins mon espace et plus juste une pièce. Ils étaient trop concentrés sur la prochaine idée de Théo pour sa chaîne et sur les heures supplémentaires de maman pour remarquer à quel point les étagères se vidaient. La nuit, après qu'il se soit couché, je faisais des allers-retours discrets vers Vincennes, transportant des cartons dans les escaliers, une charge à la fois, pour que les vieilles marches ne grincent pas trop. Chaque fois que je déverrouillais cette nouvelle porte et entrais dans le studio silencieux, je sentais mes poumons s'ouvrir un peu plus. Je posais un carton, regardais les murs nus et l'écho de mes pas, et je pensais, c'est ici que j'arrête d'être la personne qui répare tout pour tout le monde en premier. Je ne leur avais pas encore dit que je partais. Je voulais que ma sortie soit prête avant de prononcer les mots.
si ma mère pouvait décider que je n'avais plus droit à l'espace qui finançait leur vie en une seule conversation à table, alors je pouvais décider en silence que j'en avais fini de le financer. Au moment où ils ont officiellement transformé mon ancien bureau en studio pour Théo avec son anneau lumineux bon marché et ses boîtes de baskets empilées dans le coin, presque tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. Ce qu'ils poussaient dehors n'était pas seulement un bureau. C'était le dernier levier qu'ils avaient sur moi, sans même le savoir. Tout a vraiment éclaté quelques semaines plus tard. À ce moment-là, la plupart de mes affaires importantes étaient déjà à Vincennes, mais je dormais encore dans mon ancienne chambre, faisant toujours semblant que rien n'avait changé. Un samedi après-midi, je suis rentré après avoir pris un café et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas en passant devant la porte de ce qui était mon bureau. La porte était ouverte, la lumière se déversait, la voix de Théo dérivant alors qu'il parlait à son téléphone, testant des angles. Je suis entré et mes yeux sont allés directement à l'endroit vide où se trouvait ma chaise ergonomique. La chaise pliante bon marché du sous-sol était là à la place, vacillant sous Théo alors qu'il ajustait son trépied. Mon estomac s'est noué. Et, où est ma chaise, ai-je demandé, même si je savais déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Théo a à peine jeté un regard en arrière. Maman l'a vendue, a-t-il dit. On avait besoin de l'argent pour mon micro. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Je me suis retourné, je suis allé directement à la cuisine et j'ai trouvé maman en train de rincer la vaisselle comme n'importe quel autre jour. Où est ma chaise? Ai-je répété. Elle n'a même pas levé les yeux au début. Oh, ça, a-t-elle dit. Je l'ai mise en vente sur le Bon Coin. On en a eu 230 €. Théo avait vraiment besoin d'un microphone correct s'il veut prendre ça au sérieux. On te trouvera autre chose pour le sous-sol. Ton ancienne était de toute façon excessive. Je l'ai juste regardé fixement. Cette chaise n'était pas un meuble quelconque. Je l'avais achetée avec ma prime quand mon équipe a lancé une fonctionnalité importante. Je l'avais choisie après des semaines de mal de dos, en m'asseyant dessus dans le showroom tout en m'imaginant travailler enfin comme une vraie professionnelle au lieu d'être penché sur une table de cuisine. Tu l'as vendue, ai-je dit lentement, sans me demander. Elle a haussé les épaules, croisant enfin mon regard avec ce mélange agaçant de confusion et d'énervement, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Léa, ce n'est qu'une chaise. On partage les choses dans cette maison. On avait besoin d'argent. Théo avait besoin d'équipement. Tu peux t'asseoir sur n'importe quoi pour travailler. Tu es jeune. Tu iras bien. Quelque chose en moi est devenu très silencieux à ce moment-là. Pendant des années, j'avais essayé d'expliquer mon point de vue, de justifier mes dépenses, de leur rappeler gentiment ce que j'apportais. Ça n'a jamais marché. Mais en étant là, à écouter ma mère parler d'une chaise que j'avais achetée avec mon propre salaire comme si c'était un bien commun qu'elle pouvait monnayer pour le prochain hobby de Théo, j'ai réalisé que la discussion était terminée. Tu ne l'as pas partagée, ai-je dit. Tu l'as vendue. Et vous n'aviez pas besoin d'argent. Vous aviez encore besoin de mon argent. Sa mâchoire s'est crispée. Ne commence pas, Léa, a-t-elle prévenu. Nous sommes tous sous pression en ce moment. Tu sais à quel point tout est cher et Théo essaie de construire quelque chose. Il a besoin de soutien. Le voilà de nouveau. Ce mot, soutien. Toujours à sens unique. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison, ai-je dit. Tout est cher. C'est pourquoi certains d'entre nous paient plus que leur part depuis des années. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis approché du comptoir, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes que je mettais à jour depuis des mois. J'ai fait défiler, puis j'ai tourné l'écran vers elle. Voilà ce que ça veut dire. Loyer, charges, courses, abonnement, Uber, le cours de Théo, son matériel, la moitié des choses que tu ne te souviens même pas m'avoir demandé de couvrir. J'ai regardé ses yeux parcourir les chiffres, sa bouche se pressant en une ligne fine. Ça ne peut pas être juste, a-t-elle dit faiblement. C'est exagéré. Les totaux sont insensés. Les temps étaient durs, mais pas à ce point. J'ai tapoté l'écran. Capture d'écran, relevé bancaire, reçu. Tout est là. Tu peux regarder chaque ligne si tu veux. Théo est arrivé dans l'encadrement de la porte au milieu de tout ça, une manette encore à la main. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé. C'est à propos de la chaise. Maman, je t'avais dit qu'elle pèterait un plomb. Elle est si dramatique pour tout. Je me suis tourné vers lui.
Tu penses que je suis dramatique? Tu as vendu ma chaise pour pouvoir acheter un microphone pour tes vidéos TikTok. Un microphone que je suis sûr que tu t'attendais à ce que j'aide à payer quand quelque chose n'irait pas avec la commande. Il a levé les yeux au ciel. Détends-toi. Ce n'est pas si grave. On est une famille. On partage. Ce bureau n'était qu'une pièce. On dirait que tu as construit un hôpital là-dedans. Un rire m'a échappé, sec et sans humour. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'était qu'une pièce. Une pièce où je faisais le travail qui a maintenu cette famille à flot pendant que tu joues à l'influenceur et que maman prétend qu'on peut tout se permettre parce que de l'argent magique apparaît chaque mois. Maman est intervenue rapidement, sa voix montant. Ça suffit, Léa. Tu es irrespectueuse. On fait tous de notre mieux. Théo essaie de trouver sa voie. Tu as toujours été la responsable. Tu peux en supporter plus. C'est comme ça. Le voilà. Le scénario. Tu peux en supporter plus, traduction, tu en supporteras plus parce que nous ne voulons pas le faire. J'ai senti mon visage devenir froid. Non, ai-je dit. C'était comme ça avant. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, soudainement las de toute cette conversation. Je parle du fait que je déménage ce week-end. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il ne m'avait peut-être pas entendu. Puis maman a ri, un son court et incrédule. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas simplement déménager. Où irais-tu? Tu sais à quel point les loyers sont chers. Tu ne réfléchis pas, Théo a reniflé. Bien sûr que si, a-t-il marmonné. Tu es en colère pour une chaise dans une pièce, alors tu vas t'enfuir et tout empirer. Je les ai regardés tour à tour, me sentant étrangement calme. Vous m'avez poussé hors de mon bureau sans y penser à deux fois, ai-je dit. Vous avez vendu mes meubles sans me demander. Vous avez pris mon argent, mon temps, mon énergie comme si c'était un dû. Et vous ne vous êtes jamais arrêté pour penser à ce qui se passerait si j'arrêtais de le donner. J'ai un endroit où aller. J'ai un bail. J'ai déménagé mon lit et le reste de mes affaires samedi. Le visage de maman est passé par l'incrédulité, la colère et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle dit doucement. On a besoin de toi ici. Tu aides pour tout. Tu sais qu'on dépend de toi. J'ai hoché la tête. Je sais. C'est pour ça que je le fais. Parce que tant que je serai là, rien ne changera. Théo a ricané. Tu essaies juste de nous punir. Tu reviendras. Tu reviens toujours. Peut-être que c'était vrai par le passé. Pas cette fois. Je suis passé devant eux, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte avant qu'ils ne puissent dire autre chose. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai affiché l'application Europcar. Mon pouce a plané sur l'écran une demi-seconde. Puis j'ai choisi la date, l'heure, la taille du camion dont j'avais besoin. Quand la confirmation est arrivée, j'ai senti un étrange mélange de terreur et de soulagement m'envahir. En bas, j'entendais maman et Théo se disputer à voix basse, les mots étouffés par le plancher. Pour une fois, je n'ai pas tendu l'oreille pour les comprendre. Ils avaient pris leur décision à la seconde où ils avaient choisi son anneau lumineux plutôt que ma chaise, son studio plutôt que mon bureau. Je prenais enfin la mienne. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. Toute la semaine, maman a agi comme si mon annonce avait été une explosion sous le coup de la colère. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Une fois que tu te seras calmé, on parlera de réaménager le sous-sol » ou « On pourra te trouver une nouvelle chaise éventuellement ». Comme si m'acheter une chaise de bureau d'occasion effacerait le fait qu'elle avait vendu celle que j'aimais sans me le demander. Théo m'a surtout évité, à l'exception de quelques commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'allais vraiment mettre tout le monde dans la merde, parce que je m'étais vexé pour des meubles. Je ne me suis pas expliqué à nouveau. J'ai juste travaillé, fait mes cartons et regardé l'horloge. Samedi matin, le camion Europcar s'est garé devant la maison pile à l'heure, le logo vert vif contrastant avec notre pâté de maison aux vieilles façades en briques. Je suis resté une seconde sur le trottoir avec les clés à la main, sentant les voisins regarder par leurs rideaux. Maman a ouvert la porte avec un sourire fragile, comme si elle pensait encore pouvoir me faire changer d'avis si elle disait juste la bonne chose. « Tu as vraiment loué un camion ?» a-t-elle dit. « Tu es si extrême. »
tu n'as aucune idée de la dureté de la vie dehors. J'ai porté le premier carton en passant juste devant elle sans répondre. Mon matelas, mes tiroirs de commode, le reste de mes vêtements, la lampe bon marché que j'aimais bien, les choses que j'avais intentionnellement laissées derrière pour qu'ils remarquent leur disparition. Pendant tout ce temps, la maison semblait étrangement silencieuse. Pas de musique des haut-parleurs de Théo, pas de télé, juste le bruit de mes pas et le grattement des meubles sur le bois. À un moment donné, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris une feuille de papier de l'imprimante dans le tiroir. Assise à la table où nous avions mangé une centaine de dîners à emporter que j'avais payés, j'ai écrit en grosses lettres, CEQLE accent aigu AAPAY accent aigu au cours des 12 derniers mois. Puis j'ai commencé à lister le loyer que je donnais à ma mère chaque mois, avec le montant exact en euros. L'électricité et le gaz que je couvrais quand elle était à court. Le forfait téléphonique. Netflix, OCS, Spotify, tous les petits abonnements que tout le monde utilisait sans y penser. Les courses et les commandes en livraison. Le cours de créateur de Théo à 550 €. Les anneaux lumineux, les trépieds, les accessoires, indispensables. Les Uber et autres VTC pour maman quand elle ne se sentait pas en sécurité en prenant le métro la nuit. Pour Théo quand il avait des entretiens d'embauche ou des événements de réseautage auxquels il ne donnait jamais suite. À côté de chaque catégorie, j'ai écrit le total pour l'année, puis j'ai tiré un trait en bas et j'ai tout additionné. 17 000 € et des poussières. J'ai fixé ce chiffre pendant une longue seconde. C'était presque une année entière de loyer dans mon nouvel appartement. J'ai attrapé un aimant et j'ai plaqué le papier sur la porte du réfrigérateur où personne ne pouvait le manquer. Maman est entrée juste au moment où je reculais. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en tendant la main pour le prendre. J'ai bougé plus vite et j'ai aplati ma main sur le papier. « Tu peux le lire ?» ai-je dit. « Tu ne peux juste pas l'enlever. » Théo est entré derrière elle, pieds nus, bâillant comme n'importe quel autre samedi. Ses yeux se sont posés sur le camion dehors, puis sur le papier. Le visage de maman a pâli en parcourant les chiffres. « C'est exagéré », a-t-elle marmonné. « Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Personne ne t'a demandé de faire tout ça. » J'ai ri sous cape. Vous n'aviez pas besoin de demander. Chaque fois que tu disais, je suis un peu à court ce mois-ci ou tu peux juste le mettre sur ta carte et je te rembourserai? C'était vous qui demandiez. Vous n'avez juste jamais tenu la deuxième partie de la promesse. Théo a froncé les sourcils en voyant son nom. Tu n'étais pas obligé d'écrire mes trucs là-dessus, a-t-il dit. Tu essaies de me mettre dans l'embarras. J'ai secoué la tête. Non, j'essaie d'être clair. Vous vous dites tous les deux que nous luttons de la même manière. Ce n'est pas le cas. J'ai posé le stylo et je les ai regardés tous les deux. C'est le dernier mois que je paierai pour cette maison. Maman a ouvert la bouche comme si elle avait quelque chose de cinglant à répliquer, mais rien n'est sorti. Théo avait juste l'air en colère et mal à l'aise, ce qui, honnêtement, était la première fois que je le voyais ressentir autre chose que de l'arrogance depuis un moment. J'ai chargé le dernier carton, puis je suis monté une dernière fois pour vérifier que je n'avais rien oublié d'important. Ma vieille chambre semblait étrangement vide. Le cadre de lit et quelques objets divers resteraient. Je les ai laissés exprès. Je voulais qu'il y ait un espace vide là où ma vie était avant. Quand j'ai descendu mon oreiller, maman se tenait près de la porte, s'agrippant au bord comme si elle en avait besoin pour tenir debout. « Léa, s'il te plaît » a-t-elle dit doucement. « Réfléchis-y. On a besoin de toi ici. On ne peut pas se permettre que tu partes comme ça. » J'ai fait une pause, une main sur la poignée de porte. Vous auriez dû penser à ce que vous pouviez vous permettre ou non avant de me chasser de la pièce qui payait pour tout ça, ai-je dit. Je ne fais pas ça pour vous faire du mal. Je le fais parce que rester ici me tue. Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu es dramatique. Tu reviendras. Tu reviens toujours. Peut-être, ai-je dit. Mais si je le fais, ce ne sera pas en tant que votre portefeuille. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis monté dans le siège conducteur du camion. En m'éloignant du trottoir, je les ai vus dans le rétroviseur, debout sur le perron. Maman avait les bras enroulés autour d'elle, et Théo n'arrêtait pas de jeter des regards entre le camion et le papier sur le réfrigérateur à travers la fenêtre de la cuisine. Pendant une seconde, la culpabilité m'a tordu les entrailles comme elle le faisait toujours. Puis j'ai imaginé mon nouveau studio, la lumière du soleil sur le sol, la clé dans ma poche, et j'ai continué à conduire. Cette nuit-là,
j'ai déballé autant que mes bras endoloris le permettaient, j'ai préparé un dîner bon marché dans ma petite cuisine et je me suis assise par terre au milieu de cartons à moitié ouverts. Mon téléphone a vibré quelques fois avec des textos d'amis, une notification de ma banque pour la facturation du camion, mais rien de ma famille. Le silence était presque sinistre, mais il semblait aussi prouver que j'étais enfin seul. Je me suis endormi sur un matelas par terre, épuisé, mais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait si fort qu'il a failli glisser de la table de chevet. L'écran de verrouillage était un mur d'appels manqués de maman et de Théo, et une douzaine de notifications empilées les unes sur les autres. Pendant une seconde, mes vieux instincts ont refait surface, il doit y avoir un problème. Quelqu'un doit être blessé. J'ai attrapé le téléphone et j'ai ouvert les messages. Le premier texto de maman était simple, appelle-moi. Puis, tu as changé les mots de passe. On ne peut se connecter à rien. La facture internet est due et elle est plus élevée que je ne le pensais. S'il te plaît, arrange ça. Puis, on ne peut pas se permettre ça sans toi. S'il te plaît, réponds à ton téléphone. Les messages de Théo étaient plus frénétiques et moins polis, mec, le Wi-Fi est coupé. Je ne peux pas streamer. Tu l'as fait exprès? Puis, sérieusement, Léa, rien de tout ça n'est drôle. Maman panique. On ne peut pas payer toutes ces factures sans toi. Mon téléphone a recommencé à sonner, le nom de maman clignotant sur l'écran. Il a vibré et vibré, la vibration remplissant le petit studio. Je suis resté assise là, dans le calme, à regarder son nom, les textos de Théo empilés en dessous. Pendant des années, chaque fois que ce téléphone s'allumait avec leur crise, je laissais tout tomber pour les résoudre. Je répondais depuis des réunions, des rendez-vous, de mes propres jours de maladie, parce que si je ne le faisais pas, tout s'effondrerait. Je les regardais sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et j'ai laissé faire. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai pris une grande inspiration et je me suis préparé une tasse de café pendant qu'il vibrait. Ils m'ont poussé hors de mon propre bureau comme si j'étais optionnel, comme si mon travail et mes limites n'avaient pas d'importance. Moins de 24 heures plus tard, ils me suppliaient de revenir parce qu'ils ressentaient enfin le coup de ce choix. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand la personne qui tient tout ensemble arrête finalement de décrocher le téléphone, ce n'était que le début. Les appels n'ont pas ralenti après ce premier matin. Au contraire, ils sont venus par vagues. J'ai laissé la plupart d'entre eux aller sur la messagerie vocale. L'ancienne moi aurait décroché à la première sonnerie, réorganisant déjà mentalement mon budget. La nouvelle moi regardait leur nom sur l'écran, sentait la pointe d'anxiété et posait le téléphone face contre table. Je lisais quand même les textos. La curiosité est tenace. Maman oscillait entre la culpabilité et la colère. Une minute c'était, je ne peux pas croire que tu ferais ça à ta propre famille. Et la minute suivante, je suis désolé. Je suis juste dépassé. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Les messages de Théo étaient un mélange de plainte et d'arrogance, tu as vraiment coupé le Wi-Fi. Sérieusement, tu as ruiné mon stream, suivi de, au moins, règle les comptes pour qu'on puisse prendre un forfait inférieur. J'ai bu mon café, je me suis connecté au travail et j'ai laissé leurs urgences rester les leurs. Mes journées à Vincennes étaient ennuyeuses de la meilleure façon possible. Je me réveillais, préparais mon petit déjeuner en silence, travaillais sur mes tâches de design UX, faisais une promenade quand j'avais besoin d'air, cuisinais des dîners simples et allais me coucher sans que personne ne me demande mon numéro de carte à 23h30. Quelques jours plus tard, maman a laissé un message vocal qui sonnait différemment. Sa voix était faible, pas tranchante. Léa, je sais que tu es en colère, a-t-elle dit. Je sais que tu penses qu'on n'apprécie pas tout ce que tu as fait. Peut-être que tu as raison. Mais la compagnie de gaz menace de couper et je n'avais pas réalisé à quel point tout était à ton nom. On est en retard. Je ne sais pas quoi faire. Il commence à faire froid. S'il te plaît. J'ai senti ce pincement familier dans ma poitrine, mais je n'ai pas rappelé tout de suite. Pour la première fois, je les ai laissés s'asseoir avec leur désordre. Le froid parisien lui a répondu avant moi. La température a chuté brutalement. Quelques nuits plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé et quelque chose en moi m'a dit « décroche ». J'ai répondu à la troisième sonnerie. La voix de maman est venue rapidement, presque frénétique. Le chauffage est en panne, a-t-elle dit.
La chaudière a cessé de fonctionner. Il gèle ici. Le réparateur dit que ça coûtera au moins 370 € juste pour la faire fonctionner. On n'a rien. On est à découvert. On ne peut pas se le permettre. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. L'ancienne moi aurait déjà été sur mon application bancaire, en train de taper mon mot de passe. J'ai pris une grande inspiration à la place. As-tu appelé la compagnie de gaz pour mettre en place un échéancier de paiement? Ai-je demandé. Elle a hésité. Non, c'est toujours toi qui gères ces choses. Exactement. J'ai regardé le mur. Maman, je ne reviens pas là-bas, ai-je dit. Je ne t'ai pas demandé de revenir, a-t-elle lancé. Puis sa voix s'est brisée. Je te demande de l'aide. On a froid. Tu veux qu'il m'arrive quelque chose? Théo a crié en arrière-plan, allez, Léa. C'est sérieux. Ce n'est pas une question de Wi-Fi. Maman gèle. Tu t'en fiches vraiment? Le voilà. L'hameçon de la culpabilité qu'ils utilisaient toujours. Celui qui avait fonctionné à chaque fois auparavant. Je l'ai entendu, je l'ai reconnu, et pourtant je n'ai pas mordu de la même manière. J'aiderai une fois, ai-je dit. Mais pas comme vous le pensez. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé maman. Ça veut dire que je ne vais pas juste donner ma carte et disparaître à nouveau, ai-je dit. Si j'interviens, il y a des conditions, des vraies. Vous pouvez dire non, mais si vous dites oui, vous vous y tenez. Théo a ricané. Des conditions. C'est notre chauffage, pas un accord commercial. Je l'ai ignoré. Ai-je dit, je paierai la réparation de la chaudière cette fois-ci pour que vous ne geliez pas pendant qu'on trouve une solution. Après ça, je suis complètement retiré de vos factures. 2. On s'assoit en personne et on passe en revue chaque euro que vous gagnez et dépensez. On fait un budget qui ne m'inclut pas comme une ligne budgétaire secrète. 3. Théo trouve un vrai travail, de vrais salaires. Au moins 280 € par mois de cela iront à la maison. Et 4. Vous arrêtez tous les deux de me traiter comme un support technique et un plan de sauvetage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez des conseils, demandez. Mais je ne suis plus votre solution automatique. Maman est restée silencieuse un long moment. Donc, en gros, tu nous demandes de vivre sans toi, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je dit. Je vous demande de vivre comme si j'étais votre fille, pas votre banque. Vous pouvez dire non, mais si vous le faites, vous vous débrouillerez pour le chauffage sans moi. D'autres disputes étouffaient de leur côté. Quand elle est revenue, elle avait l'air fatiguée. D'accord, a-t-elle dit. Fais juste réparer le chauffage, s'il te plaît. J'ai appelé moi-même l'entreprise de réparation, j'ai payé la compte avec ma carte et j'ai pris rendez-vous. Ça faisait toujours mal de voir l'argent quitter mon compte, mais au moins cette fois, cela faisait partie d'une véritable limite, pas d'un autre sacrifice invisible. Le lendemain soir, je suis retourné à la maison pour la première fois depuis mon départ. L'air était plus chaud, mais l'ambiance était plus glaciale que le vent de novembre. Maman était assise à la table de la cuisine avec une pile de factures non ouvertes. Théo flottait près du comptoir, les bras croisés, comme s'il était prêt à s'enfuir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché un tableur vierge. D'accord, ai-je dit, les revenus d'abord. Maman s'est hérissée comme si je venais de lui demander son numéro de sécurité sociale, mais elle a commencé à parler. Heure, taux de rémunération, pourboire moyen. J'ai tout tapé. Puis nous avons listé les factures réelles. Hypothèque, charges, téléphone, internet, paiement minimum, abonnement. Chaque fois que nous tombions sur quelque chose qui était à mon nom, je le signalais, anciennement moi, plus maintenant. Quand ce fut le tour de Théo, il haussa les épaules. Je n'ai pas vraiment de revenus, a-t-il dit. J'essaie juste de développer ma chaîne. Ce n'est pas un revenu, ai-je dit. C'est un hobby pour l'instant. Voilà ce que vous dépensez. Voilà ce qui rentre. Les maths ne se soucient pas de ta chaîne. Si les sorties sont plus importantes que les entrées, quelque chose doit changer. Soit tu gagnes plus, soit des choses disparaissent. Maman a regardé entre les colonnes et j'ai pu voir que ça faisait son chemin d'une manière qui n'était jamais arrivée quand je couvrais tout. Je peux prendre un service de plus, a-t-elle murmuré. Peut-être travailler les week-ends. Elle s'est tournée vers Théo. Tu peux au moins trouver un travail à temps partiel.
Tu es sur ton téléphone toute la journée de toute façon. Va vendre quelque chose. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Je pense que le souvenir d'avoir tremblé de froid dans sa propre maison a fait plus que n'importe quelle leçon que j'aurais pu lui donner. Je leur ai envoyé le tableur par courriel et j'ai fermé mon ordinateur portable. Le chauffage est réglé, ai-je dit. C'est à vous de jouer maintenant. Les yeux de maman brillaient. Alors, tu en as vraiment fini, a-t-elle dit. Tu t'en vas, tout simplement. J'ai secoué la tête. Je ne m'éloigne pas de vous, ai-je dit. Je m'éloigne du rôle de votre filet de sécurité. Je viendrai toujours dîner. Je répondrai au téléphone quand je pourrai. Mais je ne reviendrai pas à la situation d'avant. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil au réfrigérateur. Le papier avec la liste de ce que j'avais payé était toujours là, les bords cornés, mais personne ne l'avait enlevé. Il devait le regarder chaque fois qu'il prenait du lait. J'avais l'impression que c'était une forme de progrès en soi. Quand je suis sorti et que j'ai fermé la porte derrière moi, la maison derrière moi a enfin semblé être ce qu'elle était, leur maison, leurs responsabilités, leurs problèmes à résoudre. Pour la première fois, je suis parti en sachant que si tout s'effondrait là-dedans, ce ne serait pas automatiquement mon travail de tout reconstruire. 6 mois plus tard, ma vie et cette maison ne ressemblaient en rien à ce qu'elles étaient la nuit où ma mère m'a poussé hors de mon bureau. À Vincennes, mon studio me semblait enfin être chez moi. J'ai acheté un tapis bon marché, accroché quelques impressions que j'avais conçues moi-même et installé mon bureau juste près de la fenêtre pour pouvoir regarder la rue pendant que je travaillais. Mes journées étaient toujours remplies de délais et de révisions. Mais mon stress est passé de « ma famille va-t-elle imploser si je ne règle pas ça ?» à « comment puis-je rendre cette interface plus claire ?» ce qui est le genre de stress pour lequel je suis réellement payé. J'ai décroché quelques clients plus importants et j'ai commencé à dire non à ceux qui me traitaient comme un distributeur automatique. Et au lieu d'utiliser chaque prime pour combler un nouveau trou à la maison, je m'achetais des choses qui n'avaient d'autre but que de rendre ma vie plus agréable, un meilleur matelas, un abonnement à des cours de yoga, des écouteurs à réduction de bruit qui n'étaient que pour moi. Je voyais toujours ma famille, mais maintenant, cela se passait selon mes conditions. La première fois que je suis retourné dîner après l'histoire du chauffage, la maison semblait étrange, comme si elle apprenait à se tenir sur de nouvelles jambes. Le thermostat était réglé plus bas que maman ne l'aimait auparavant. Il y avait moins de contenants de plats à emporter, et la télé était éteinte quand je suis entré. Maman avait des cernes sous les yeux, mais il y avait quelque chose de plus stable dans sa façon de bouger. À mi-chemin du repas, elle a fait glisser une enveloppe sur la table vers moi sans lever les yeux. Quand je l'ai ouverte, il y avait un chèque plié à l'intérieur de 90 €. Ce n'est pas beaucoup, a-t-elle dit rapidement. Mais c'est le premier paiement pour ce qu'on te doit. Ma gorge s'est serrée. Je n'avais pas besoin de récupérer l'argent. Pas vraiment. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que cette enveloppe représentait, la reconnaissance. Quelques semaines plus tard, il y a eu une autre enveloppe, puis une autre. Pas tous les mois, pas selon un calendrier, mais assez souvent pour que je croie qu'elle était sincère. Théo n'est pas devenu un adulte modèle du jour au lendemain, mais il a trouvé un travail. L'idée du centre commercial a duré environ 3 semaines avant qu'il ne réalise que vendre des chaussures à des clients difficiles n'était pas le rêve. Il a fini dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, à charger et organiser des stocks. Au début, il détestait ça. Puis la première fois qu'il est venu dîner avec une chemise de travail portant son nom et a dit, assez doucement, « J'ai été promu chef d'équipe », j'ai vu une lueur de fierté que je n'avais jamais vue quand il criait dans une webcam à propos de basket. Un soir, alors que maman allait chercher le dessert dans la cuisine, il s'est raclé la gorge et a dit, « Je t'ai envoyé 45 € sur Lydia pour le cours, celui de TikTok. Je sais que ce n'est pas encore le montant total, mais je vais tout te rembourser. » J'ai juste hoché la tête et dit, « Merci. » Et nous savions tous les deux que j'entendais plus que les mots. Il avait arrêté de chercher des miracles et avait commencé à se présenter à ses services. C'était le véritable remboursement. Le plus grand changement, cependant, a été la manière dont il traitait mon temps. Les appels de minuit pour les routeurs et les mots de passe ont cessé. Si maman appelait maintenant et que je ne répondais pas tout de suite, elle laissait un message vocal normal et attendait. Si Théo envoyait un texto avec un « et », je peux te demander ton avis sur quelque chose, c'était littéralement un avis, pas une urgence déguisée en question. On se disputait encore parfois. Les vieilles habitudes ne s'évaporent pas juste parce qu'on met son nom sur un bail. Mais il y avait une ligne maintenant,
et tout le monde savait qu'elle était réelle. J'étais leur fille, leur sœur, pas leur plan de sauvetage intégré. Les gens aiment dire que la vengeance consiste à faire souffrir l'autre personne. Mais assise dans mon petit studio, regardant la lumière du soleil sur mon bureau, j'ai réalisé que ma version était différente. Ma vengeance était de vivre une vie qu'ils ne contrôlaient plus, les forçant à grandir en sortant du rôle qui les maintenait petits. Ma mère a appris à gérer un budget sans supposer que son aîné comblerait silencieusement chaque manque. Mon frère a appris ce que c'est que de gagner son propre argent au lieu de dépenser le mien. Et j'ai appris qu'aimer sa famille ne signifie pas s'immoler par le feu pour les garder au chaud. Si une partie de cela vous semble familière, si vous êtes la personne que tout le monde appelle en premier et remercie en dernier, posez-vous une question que j'ai évitée pendant des années, que se passerait-il vraiment si vous arrêtiez de tout réparer? Pas dans une disparition dramatique, pas pour punir qui que ce soit, mais comme un choix de vous choisir enfin vous-même. Vous pourriez être surpris de voir qui s'effondre, qui prend ses responsabilités, et qui, pour la première fois, apprend à se tenir debout sans s'appuyer sur vous.